Aloha! Je m'appelle Eva et je suis étudiante en biologie en 2e année de master et ce que j'adore, c'est les petites plantes. Allez, avoue entre nous, tu les trouves trop choupies. C'est pourquoi je me suis lancée dans ce podcast Save Essence. Je te propose cette première série Planturo Voyage pour découvrir les plantes du monde entier. À chaque épisode, une plante, un pays et une histoire. J'espère sincèrement qu'après cette écoute, tu auras appris quelques petits trucs et tu aimeras encore plus nos chers amis les plantes. On passera par la médecine, l'écologie, la cuisine, l'art, bref, tout ce que tu veux. Un petit bloubi-boulga comme on les aime. Ah, mais qu'est-ce qu'on se les pèle ici! Tss, j'étais pourtant sûre d'être bien couvert. Et puis cet artiste-là, il m'en a fait une belle. Il n'en fait vraiment qu'à sa tête. Je suis tout peinturluré. Partons de ce pas sur les îles paradisiaques à la rencontre de notre cher Eucalyptus declupta. Du grec signifiant bien, et calyptos couvert, le genre Eucalyptus a été décrit et nommé en 1788 par le botaniste français L'Héritier en référence à l'opercule protégeant les bourgeons. Un opercule, c'est juste un couvercle, un clapet si tu veux. Le terme declupta provient, lui, du latin decluptere, signifiant pelé. Mais alors, pourquoi cet arbre si bien couvert se l'épelle-t-il ? Aujourd'hui, partons ensemble pour le paradis de Gauguin, pour la maison de Bob l'éponge et Patrick. Allons quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, comme le chantonneraient certains, les îles polynésiennes et plus précisément, les îles hawaïennes. L'eucalyptus arc-en-ciel, ou bas-grasse pour les Philippins, ou encore gommier robuste pour les Français, parce que l'on ne fait jamais comme les autres, est un arbre de la famille des myrtacées, originaire des Philippines, ces îles de l'Asie du Sud-Est. Par la suite, il a été introduit dans divers endroits, comme notamment Hawaï, où il se développe plutôt bien, voire même un peu trop. Eucalyptus declupta est la seule espèce d'eucalyptus adaptée aux forêts pluviales de plaine et de basse montagne. Par contre, il ne pousse pas dans les zones où la saison sèche est prononcée et où le gel ou les inondations sont présents. En gros, chez nous, c'est un peu galère de le faire pousser. N'aimant que les endroits à précipitations élevées, il trouve donc son bonheur dans les régions tropicales humides. Ce gros arbre à feuilles persistantes peut mesurer 60-70 mètres de haut. Le plus souvent, la première floraison survient à l'âge de 2 ans, puis annuellement par la suite. Ces fruits hémisphériques contiennent entre 3 et 12 minuscules graines brunes à maturité. Ok, tout ça c'est intéressant, mais ce qui est le plus remarquable, c'est son écorce. Trouvé arlequin de la Commedia dell'arte en pleine forêt, qui l'eût cru ? Son tronc et ses branches sont tachés de brun, violet, orange, rouge, jaune. Véritable explosion de couleurs. Mais que s'est-il passé pour que notre eucalyptus finisse ainsi barbouillé ? Venons-en donc au point le plus passionnant de cet épisode. Bon, là, c'est mon petit cœur de biologiste qui parle. Aujourd'hui, cet épisode est un peu spécial car je n'ai pas de conte ou poésie ou chanson à te raconter. Par contre, j'ai l'explication biologique à te partager. En effet, au contraire des chênes que nous connaissons bien et dont l'écorce s'épaissit au fil des années, notre arbre peintre a une écorce brune qui se détache de manière non homogène. En tombant, l'écorce laisse apparaître la couche sous-jacente qui est d'un vert vif dans les premiers temps. Ce vert résulte de la présence de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est un pigment végétal essentiel à la photosynthèse des plantes. Donc la photosynthèse, c'est le processus métabolique par lequel les plantes vertes synthétisent leur propre matière organique. Tout cela grâce à notre cher soleil fournissant l'énergie nécessaire au CO2 de l'air et à l'eau. C'est pourquoi nos amis les plantes sont vraiment importantes dans un écosystème.
En réalité, elles sont à la base de ce que l'on appelle les pyramides trophiques en écologie. Ces pyramides classifient les organismes d'un écosystème selon ce qu'ils mangent et par qui ils sont mangés. Donc si tu veux, tu as tout en bas de l'échelle les plantes comme producteurs primaires, puis on va avoir les herbivores, les carnivores, et en parallèle de cette hiérarchisation verticale, on a les décomposeurs. Ici, tu pourrais me dire, mais ça sert à quoi de hiérarchiser les êtres vivants ? Eh bien, ces pyramides sont une forme de représentation graphique utile à la compréhension des écosystèmes. Et elles sont associées à des valeurs numériques, comme celles de la biomasse, des valeurs énergétiques, ou alors des valeurs d'effectifs. Allez, revenons à notre eucalyptus. Donc la couche sous-jacente verte contenant la chlorophylle est exposée à l'air lorsque l'écorce se détache. Cette couche vieillissante voit sa quantité de chlorophylle diminuer et ses cellules se remplir de tanins. Par la variation en quantité et en qualité des tanins, elle prend progressivement des teintes de bleu violacé, orange, rouge, jaune, pour finir par être brune, par tomber, et ainsi la boucle est bouclée. Ce phénomène est expliqué par le professeur de l'Université internationale de Floride, David Lee, auteur du livre Nature's Palette, The Science of Plant Color. Et voilà pourquoi notre arbre est si bariolé. J'aurais vraiment adoré vous trouver des clichés de microscopie de cette couche remarquable, mais impossible d'en trouver libre de droit. Ça sera pour une prochaine fois. D'après David Lawrence, directeur des sciences au National Tropical Botanical Garden de Kala'ao, à Hawaï, cette desquamation en continu aurait un rôle protecteur en empêchant les plantes épiphytes, voire les parasites, de croître sur le bas grasse. Donc petit point vocabulaire, épiphyte désigne les plantes qui vivent sur d'autres plantes, mais sans en prélever des ressources, alors qu'un parasite va prélever des ressources chez la plante sur laquelle il vit. D'ailleurs, petite parenthèse, dans épiphyte, on a épi qui signifie sur et phyte qui est relatif à tout ce qui est végétal. Quand je te dis que l'étymologie ça peut apporter pas mal d'infos, là t'en as une preuve. Alors, qu'en est-il de ces usages au quotidien ? Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a. On va aller voir tout ça. Notre eucalyptus va nous être utile et va peut-être même sauver nos soirées d'été. En effet, c'est un fort répulsif contre les moustiques. Youpi ! Et ses feuilles peuvent servir de teinture, de déodorant et traditionnellement, elles sont employées dans le traitement contre l'asthme. Bon, ça reste un traitement traditionnel. Il faudrait quand même des études pour vérifier l'efficacité. Trop précieux pour être exploité comme simple bois de chauffage, cette espèce d'eucalyptus est souvent ornementale, pour le simple plaisir de nos yeux. En même temps, on ne voit pas tous les jours un arc-en-ciel. Allez, vas-y, c'est bon. Là, tu es autorisé à te rincer l'œil. Profites-en. Pourtant, dans le monde, on le retrouve aussi destiné à la production de pâte à papier. Et oui, surprenant. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est l'un des principaux bois d'exportation. Non seulement le bas-grasse a une croissance rapide, mais il est aussi capable de coloniser des sols plutôt inhospitaliers. Sur des sols que personne ne veut, lui il est ok. Par exemple les terres érodées par des glissements de terrain ou touchées par un volcanisme récent. Ce que l'on trouve typiquement sur des îles. Cette espèce est donc prometteuse en matière de reforestation d'anciens terrains exploités. Certaines recherches étudient même ses capacités à stocker le carbone, notamment
en zone urbaine, ce qui peut être franchement utile pour l'avenir. Il peut également servir d'ombrage aux cultures agricoles comme celle du café au Costa Rica. Maintenant, place au zoom sur la recherche. Aujourd'hui, en recherche en biologie, on essaie d'étudier les phénomènes sur plusieurs échelles et de croiser les données. Ici, avec le café, nous nous confrontons au problème de la monoculture, c'est-à-dire que l'on fait pousser dans un champ qu'une seule espèce. Et cela est très risqué. En effet, si un agent pathogène attaque le champ, tous les plants risquent de tomber malades et mourir. Et je ne parle même pas de l'érosion des sols. C'est pourquoi intégrer l'eucalyptus comme parasol des plants de café, si je puis dire, permettrait de complexifier les écosystèmes. Souvent, complexifier les écosystèmes et apporter une diversité génétique à un milieu participe à la résilience de ce dernier. Mais la résilience, qu'est-ce que c'est ? Tu es perdu ? Ne t'inquiète pas, je t'explique tout. Eh bien, c'est la capacité d'un écosystème à se régénérer et à retrouver ses fonctions qu'il avait à son état d'équilibre après avoir subi une perturbation. Après un incendie, après une attaque par un pathogène par exemple. Aujourd'hui, nos champs, nos monocultures sont très peu résilients. S'il arrive quelque chose, tout est détruit. Et si on veut aller plus loin, ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder la diversité des micro-organismes dans les deux situations, en monoculture ou avec les eucalyptus. Allons, soyons fous, enfilons notre blouse de chercheur. Marty, tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Nous pourrions évaluer les micro-organismes à effet positif ou négatif sur les cultures, et ainsi trouver les associations plantes-micro-organismes les plus bénéfiques pour une agriculture durable. Certaines équipes françaises y travaillent. Par exemple, avec la complexification des vignobles en utilisant des arbres fruitiers. Donc ne vous en faites pas, pour les amateurs de vin, les chercheurs sont sur le coup. Mais évidemment, ce n'est pas tout. D'autres équipes travaillent sur les mix variétaux. Mettre plusieurs variétés d'une même espèce, par exemple du blé, sur le même terrain, voire même des espèces différentes. Mais tout cela reste assez peu compatible avec la mécanisation des cultures, liée évidemment à l'objectif de rendement. Il faudrait donc repenser notre modèle d'agriculture. Rien que ça. Facile, non ? Tu t'y collerais, toi ? Se poser ces questions est donc essentiel dans un monde où la sécurité alimentaire devient de plus en plus menacée. Refermons ce petit zoom sur la recherche. Toi comme moi, on le sait bien, toute qualité peut devenir défaut. C'est comme quand tu dis que tu es perfectionniste. C'est bien sur le CV, mais en travail de groupe, ça peut être un peu relou. Il y a toujours le côté sombre de la force. C'est le cas malheureusement de notre eucalyptus qui a tendance à en faire voir de toutes les couleurs aux écosystèmes qu'il a colonisés. Il est vrai, il a été déclaré comme invasif aux États-Unis et désormais implanté et passible d'amende. Donc oui, ne plante pas d'eucalyptus deglupta dans ton jardin. Je te vois venir. Tu vois bien que l'eucalyptus est à la fois prometteur pour la reforestation et en même temps pas si bien que ça. C'est toujours pareil, aucune solution n'est parfaite. Il faut toujours composer avec un peu tout ce qu'on a. En réalité, j'insiste sur ce point pour te mettre en garde à propos de tous les projets qui sont très beaux sur le papier. Par exemple, on va construire un bâtiment sur un terrain et on va te dire oui, mais la flore qui est sur ce terrain, même si nous allons la détruire, nous allons faire une compensation dans un autre milieu, replanter des autres arbres ailleurs. Mais ça ne marche pas comme ça. Si c'était aussi facile. Le problème de ces idées, c'est que bien souvent, il n'y a pas ou très peu de recherches à propos du terrain où l'on va replanter les arbres. Résultat, on plante des arbres qui n'appartiennent pas à l'écosystème. Ça dérégule l'écosystème et ça peut le faire mourir, ou alors complètement le transformer. Par conséquent, l'homme, une fois encore, détruit les écosystèmes en pensant bien faire. Enfin, peut-être seulement pour certains. Oui, la nature, c'est compliqué, mais c'est ce qui en fait sa beauté. Comme tu peux désormais l'imaginer, lorsque l'on rencontre Eucalyptus deglupta, impossible de détourner le regard. Ce kaléidoscope botanique, expression favorite de David Lawrence,
en fait rêver plus d'un. Véritable artiste, sa biologie nous fait voyager au-delà de l'arc-en-ciel. Au passage, il nous rappelle que dans la vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc, mais plutôt irisé. Il commence à faire frais, n'est-ce pas? Alors couvre-toi bien, et à bientôt. Je remercie mon ami et artiste Bleu Bachir pour la création du jingle, mais aussi l'artiste Bianca Mignon, que vous pouvez retrouver sur Instagram, qui m'a fait un très joli dessin de promotion du durian. Et bien sûr, je remercie toutes les plantules qui sont de plus en plus nombreuses à m'écouter et me suivre. Tu as écouté le 4e épisode, Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, allons chercher l'Eucalyptus deglupta, du podcast Sève Essence de la série Planture au voyage. Si tu as des questions ou suggestions, n'hésite pas à me contacter, c'est essentiel pour améliorer le podcast. Tu peux également en parler autour de toi, le noter, et puis ça serait sympa que tu me suives sur les réseaux. Sur Instagram, mon nom est sevessence.podcast. Tu peux retrouver toutes les références sur le site associé sevessence.wordpress.com. Merci pour ta fidélité et je suis très heureuse de pouvoir déjà te proposer ce 4e épisode de ma série. Oh yeah, amazing! Enfin, j'espère que notre eucalyptus aura taché de couleur ton quotidien. Allez, bisous bisous!